Bonjour à tous. Pourquoi la Guadeloupe doit rendre l'hommage qu'elle mérite à Lucette Michaud-Chevry? Quel héritage politique cette grande dame qui nous a quittés laisse-t-elle au pays? Que dire de son parcours, de ses convictions et de son engagement au service de la Guadeloupe? Georges Calixte, politologue guadeloupéen et consultant pour Éclair TV, est l'invité de Franc-Parler. Georges Calixte, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Éclair TV. La Guadeloupe pleure la disparition de Lucette Michaud-Chevry, décédée à l'âge de 92 ans. C'est tout un pan de l'histoire politique de notre pays qui s'en est allé. Alors, un pan qu'on peut qualifier en deux volets. Avant la décentralisation, donc avant les années 80, et la transition entre la centralisation et la décentralisation. Or, rappelez-vous que aussi bien avant 1982 que dans les 15 premières années jusqu'à 1995, les dossiers avançaient en fonction de l'influence des personnalités locales au niveau national. Il y avait donc cette très forte centralisation. Et l'avantage de Lucette Michaud-Chevry, c'est qu'elle était, au niveau de la droite en tout cas, très fortement implantée au niveau des exécutifs nationaux, y compris au niveau des gouvernements. Et c'est la raison pour laquelle elle avait cette puissance politique, puisqu'elle était en mesure de la Guadeloupe d'appeler à n'importe quel ministère, y compris le Premier ministre, et de pouvoir sensibiliser sur un dossier spécifique à la Guadeloupe. Et je vous dis, aussi bien du temps de la décentralisation en 1982 que pendant la phase de transition, phase pendant laquelle d'ailleurs, rappelez-vous, elle a, au début des années 90, été ministre. Donc effectivement, lorsqu'il y a eu à gérer les dossiers de la Guadeloupe et qu'il a fallu d'une personnalité suffisamment forte ayant de l'influence au niveau national, Lucette Michaud-Chevry, je pense, n'avait pas son pareil dans l'ensemble des Outre-mer. À l'exception de Michel Debré peut-être pour la Réunion, mais c'est une situation exceptionnelle. Lucette Michaud-Chevry aura été une vraie bête politique, permettez l'expression. Elle a tout connu et a su conquérir le pouvoir, marche après marche, avec méthode et un sens de la stratégie. On peut qualifier Lucette Michaud-Chevry de dernier leader charismatique de l'échiquier politique guadeloupéen. Alors, un sens de la stratégie, oui, et en particulier un sens de l'anticipation. Elle était, rappelez-vous, au départ à gauche, ensuite elle a rallié la droite. Le sens de l'anticipation lors de son deuxième mandat, rappelez-vous, en 1998, où elle n'avait pas la majorité qui lui permettait d'être élue, elle a su rallier Dominique Larifla et son groupe, qui lui ont permis à ce moment-là d'être présidente de région. Et c'est vrai qu'elle avait cette faculté à pouvoir incarner encore la puissance symbolique du politique, à savoir que lorsqu'elle parlait, on l'écoutait, on n'était pas forcément d'accord avec elle, mais elle savait d'ailleurs qu'elle était très écoutée. Peut-être d'ailleurs trop écoutée, puisque rappelez-vous qu'en 2003, lors de la déclaration de Basse-Terre, elle a tenté, mais elle a reconnu elle-même qu'elle n'a pas suffisamment communiqué, elle a tenté de jouer sur sa dynamique charismatique pour envisager une évolution des institutions. On constate qu'avec l'histoire, la Guyane a été dans le sens de la déclaration de Basse-Terre, la Martinique aussi, ainsi que la Martinique, et que nous sommes restés effectivement dans une situation de quasi-statu quo, ce qui s'explique en fait par l'absence de consensus politique local. Mais au-delà de cet épisode, en tout cas de ce qu'on appelle cet épiphénomène que je qualifie, elle est restée quelqu'une de très charismatique, dont la puissance symbolique avait de l'influence et en tout cas assurait une cohésion et une vision cohérente de la société guadeloupéenne. 92, donc la victoire de LMC à la région avec l'aide de la Frugé de Dominique Larifla. Début des années 2000, donc la déclaration de Basse-Terre. Et 2003, la Guadeloupe qui dit non donc, à cette évolution de nos institutions qu'elle défendait. Un rendez-vous manqué avec nos compatriotes dont elle ne se remettra jamais en réalité. En tout cas, elle a eu des difficultés à s'y remettre puisque ça a marqué la fin de sa carrière politique
au niveau national d'abord, mais également au niveau local dans les collectivités majeures, hein, c'est Victorin Durel qui lui a succédé jusqu'en 2015, ensuite à l'opportunisme de 2003. Alors, 2003 a incontestablement eu un effet tellement puissant que cet effet a pu contrebalancer la force charismatique de Lucette Michaux-Chevry. Et c'est vous dire comment, si vous voulez, l'opinion publique avait cette crainte. Pourtant, elle ne demandait que dans un premier temps l'évolution des institutions, comme l'ont fait la Martinique et la Guyane, et ensuite, dans un deuxième temps, éventuellement l'évolution du statut Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Mais il y a eu une telle peur à ce moment-là, c'est que cette peur a été plus transcendante que sa force politique. Et c'est vrai que sur le plan des échéances électorales ultérieures, elle occupait le mandat de maire, on le sait, mais elle n'a pas pu reconquérir un mandat au niveau des collectivités majeures. Successivement maire de Gourbert, puis de Basse-Terre, présidente du département, députée, ministre à 2 reprises, présidente de région, sénatrice, présidente de communauté d'agglo, c'en était pas moins une personnalité politique très controversée. Elle était controversée, mais il faut bien comprendre, pardon, sur un plan psychologique, l'état d'esprit d'un leader charismatique. Elle savait sa puissance résilière, donc la nationale, donc ça veut dire la puissance de ses réseaux au niveau national. Elle connaissait son charisme local. Le nom de Lucette Michaux-Chevry, effectivement, suscitait l'attention, on partageait ou on ne partageait pas. À partir de ce moment, elle s'est crue investie d'un pouvoir d'autorité qui faisait qu'elle avait parfois un langage pour le moins acerbe, sans pour autant être rancunière à ce niveau-là, qu'elle avait des stratégies où on était pour le moins surpris de voir qu'elle arrivait à mettre d'accord des gens qui politiquement étaient bien opposés. Et donc voilà, c'est cette puissance, sauf qu'à un moment donné, l'électorat a évolué, l'électorat est devenu moins charismatique, un peu plus rationnel, et c'est à ce moment-là que sa cote de popularité politique qui a basculé, sans que ça ne lui enlève rien de la reconnaissance qu'on a de son passé politique. Mais la mentalité de l'électorat ayant évolué, elle s'est retrouvée moins, en tout cas, implantée sur le plan d'ancrage politique. En quoi Lucette Michaux-Chevry, Georges Calixte, a-t-elle le plus marqué l'histoire politique de la Guadeloupe? Par sa vision identitaire, et je dirais même pas loin nationaliste. Elle était, en tout cas, elle a été la première à dire, mais c'est le but de la déclaration de Basse-Terre, la départementalisation a des limites et que par conséquent, il fallait envisager une évolution des institutions. Il fallait d'une domiciliation du pouvoir guadeloupéen. À ce moment-là, elle a été donc l'une des premières à dire il nous faudra à un moment donné faire en sorte que nous puissions avoir un pouvoir local beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et je pense qu'elle a été l'une des premières à porter en tout cas cette idée, qui était déjà portée par le mouvement nationaliste, mais à porter cette idée et de mettre cette idée en tout cas à la mesure de la population, même si effectivement la population ne l'a pas suivi. Mais c'est quand même un élément fort de sa stratégie politique, l'identité guadeloupéenne. Et d'ailleurs, elle a eu un parti, la Guadeloupe d'abord. Oui, la Guadeloupe d'abord. On se souvient de ces passes d'armes avec les préfets successifs, avec les ministres des Outre-mer également. Henri Emmanuelli en sait quelque chose. Oui. C'était la pleine expression du pouvoir local, là? En tout cas, c'était un marquage identitaire d'une spécificité qui n'était pas suffisamment prise en considération. Et c'est ce qui d'ailleurs l'a fait évoluer et qui a conduit, en tout cas cette démarche a conduit à la déclaration de Basse-Terre. Elle est rentrée, vous l'avez dit, en conflit avec un certain nombre de ministres par rapport à des problématiques locales dont elle estimait qu'elles étaient ou insuffisamment ou de manière inadaptée, prise en considération. Et comme c'est une femme de caractère qui connaissait son poids et son implantation locale, mais qui connaissait également quelques réseaux nationaux, même si Henri Emmanuelli est le Parti socialiste. Donc vous parlez d'un moment où il y a eu ce basculement
dans la vie politique française. Et c'est vrai que malgré qu'il y avait un parti dominant au niveau de l'Hexagone qui n'était pas le sien, elle avait toujours cette autorité à pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». Avec la disparition de cette grande dame, ce temps où nos élus pouvaient se mettre debout devant l'État et ses représentants, ce temps, il est révolu? Ce temps n'est pas révolu, mais nos élus actuellement ont une certaine frilosité à prendre des responsabilités qui leur donnent un pouvoir local plus important. On a l'impression que dans certains domaines qui sont sensibles, alors je pense par exemple à la législation du travail, à l'environnement, à la fiscalité, à la santé, à l'éducation, on est en plein avec la crise sanitaire. Nos élus auraient déjà dû pouvoir réfléchir en disant mais voilà, on ne se contente pas de penser le bobo là parce qu'il est en train de s'infecter. Il faut maintenant se dire que si ça s'est produit, c'est que nous n'avons pas eu les outils à la fois législatifs et réglementaires qui nous ont permis d'être plus actifs et plus réactifs. Et c'est là où effectivement nos élus pour l'instant restent encore hésitants, mais cette hésitation ne pourra pas durer dans la mesure où quel que soit le président qui interviendra en 2022, n'oublions pas que la France à l'heure actuelle c'est 145 milliards d'euros de plus et même s'il y a une croissance d'environ 6% qui est envisagée, il y aura beaucoup de dégâts. La France ne pourra pas jouer à l'État-providence. Très bien. La déclaration de Basse-Terre peut-elle renaître de ses cendres? Elle ne renaîtra pas de ses cendres. C'est le principe de réalité qui l'amènera à trouver toute sa signification. À savoir que si la démarche avait été suivie normalement, mais la loi 4D allait déjà dans le sens d'une évolution des institutions et du renforcement du pouvoir normatif local. En réalité, cette dynamique a été arrêtée par la problématique de la crise sanitaire. Il n'y a plus d'obstacle au niveau des dirigeants nationaux à renforcer l'autonomie et la domiciliation du pouvoir local au niveau des dirigeants nationaux. Au contraire, ils ne demandent que cela. Et rappelez-vous que lorsque Sébastien Lecornu est arrivé, il s'est presque excusé qu'il y ait des malades de la Covid-19 qui soient transférés vers l'Hexagone, puisqu'il dit, mais nous, ce que nous voulons, c'est que vous soyez en mesure de pouvoir vous-même gérer la situation. Donc, il a demandé d'ailleurs pardon à 4 reprises. Bon, c'est sa stratégie discursive, mais on sait finalement là où ça va. Il n'empêche que pour l'instant, la situation, je pense que nos élus seront confrontés au principe de réalité et que de toute façon, le gouvernement devra à un moment donné leur donner cette responsabilité qu'ils ne veulent peut-être pas demander sur des domaines bien précis. Très bien. Quel héritage politique Lucette Michaux-Chevry laisse-t-elle à la Guadeloupe et aux générations politiques actuelles et futures? Alors, quand on parle d'héritage, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, donc dans quel état d'esprit en fonction de son système de normes et de valeurs. Et il y a la dimension incarnation. Alors, sur le plan de l'incarnation, malheureusement, Lucette Michaux-Chevry n'a pas laissé de successeur correctement désigné. Il y a eu plusieurs essais, y compris avec Marie-Luce Panchard. Mais si vous voulez, il n'y a jamais eu un consensus au sein de la droite pour qu'il y ait un leader fédérateur, d'où la difficulté. Maintenant, sur le plan spirituel, il est incontestable que c'est une femme qui a insufflé la notion de proximité et de responsabilité. Alors, proximité, tous les élus l'ont, avec la seule différence qu'elle avait cette capacité à pouvoir transcender les classes sociales, les catégories socio-économiques, les catégories socio-ethniques. On voyait dans son entourage toutes ces composantes de la société, donc une proximité transversale qui doit inspirer en tout cas les futurs élus. En partie d'ailleurs, on voit bien qu'Arichalus s'en inspire quelque peu et que ça lui a permis de pouvoir être élu de manière assez aisée sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan des personnalités à venir, la droite actuellement aura du mal à trouver un leader charismatique. Alors, ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, puisque vous avez vu qu'au niveau de l'Hexagone, au niveau même des Républicains,
il y a des chirages, comme on dit chez nous, au point que certains veulent faire des primaires, d'autres pas de primaires. Donc en fait, une crise globale de la légitimité politique en termes charismatiques, et on assiste à une désacralisation progressive du politique. Vous regardez même le président de la République, quand on lit la presse, Macron ceci, Emmanuel, etc. On voit bien que Mitterrand ou De Gaulle, on n'aurait jamais... Ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible à cette époque-là. Donc il y a une désacralisation du politique et c'est vrai que ça nuit, peut-être pas à l'héritage spirituel, mais ça nuit à l'héritage en termes de filiation physique. Très bien. À l'échelle de la Caraïbe, notre région aura donc connu Lucette Michaux-Chevry et Eugénia Charles, deux trajectoires comparables? En tout cas, si on s'appuie sur le vocable qui les qualifiait, toutes les deux dames de fer. Ce qui veut dire que ce sont des personnalités qui avaient de l'autorité et qui, par conséquent, par leur charisme, avaient cette capacité à pouvoir imposer des idées, non pas par la force, mais à créer le consensus républicain, entre guillemets, qui permet de pouvoir aller dans un sens plutôt que dans un autre. Du temps de Lucette Michaux-Chevry, il faut reconnaître que les directions étaient, en tout cas, et les stratégies politiques étaient beaucoup plus claires parce qu'on savait qu'il y avait un leader et que ce leader était à la limite presque prévisible. Là maintenant, cette prévisibilité n'existe pas puisque les stratégies d'acteurs, c'est quasiment chaque jour en fonction de certaines opportunités et l'électorat, c'est vrai, n'y voit pas forcément clair. C'est un des éléments qui peut expliquer d'ailleurs la forte abstention qui n'est pas spécifique à la Guadeloupe, mais c'est valable. Cette absence de lisibilité dans les stratégies des acteurs est valable également dans l'Hexagone. Les réactions et hommages se multiplient évidemment depuis l'annonce du décès de Lucette Michaux-Chevry, surtout se garder de trop en faire. Mais bon, en réalité, Lucette Michaux-Chevry a mis tout le monde d'accord en réalité depuis plus de 60 ans. Elle n'a laissé personne indifférent. Elle n'a laissé personne indifférent, même ses ennemis, entre guillemets, ses adversaires politiques, lui rendent cet hommage. Vous savez, quand quelqu'une a cette puissance symbolique, d'abord en tant que femme, ce qui veut dire... Élément important. Élément important, même si elle s'inscrit dans la trajectoire de Gerty Archimède, mais la promotion politique de la femme guadeloupéenne, et au-delà de la promotion politique, la promotion socio-culturelle, elle n'était plus femme poteau mi-temps consacrée à des éléments familiaux. C'était une stratège, c'était une politique qui avait on appelle ça équivalent des hommes. Et rappelez-vous, Papa Yaya, Gérard Lauriette, il avait dit à un moment donné qu'il n'y a qu'un seul homme au conseil départemental, c'est Lucette Michaux-Chevry. On s'en souvient. Et elle a ouvert aussi, ce sera ma dernière observation, elle a ouvert la voie à toute une génération de femmes politiques. Oui, je pense qu'au-delà de la filiation, elle a montré que c'est possible. Elle a montré qu'il y a ces opportunités. Et il est vrai aussi que de manière globale, le contexte socio-culturel a beaucoup été favorable à la femme guadeloupéenne. Moi, je l'ai vu au niveau des étudiantes que j'avais. Mais écoutez, les majors de promotion, y compris dans le domaine de la science politique et du droit, qui étaient avant essentiellement consacrés aux étudiants, maintenant, vous avez des étudiantes qui sont brillantes. Il y a donc eu cette émergence de la femme guadeloupéenne depuis maintenant une vingtaine d'années et qui fait que progressivement, elle prend la responsabilité politique, fort heureusement, parce que ça permet d'équilibrer l'échiquier politique. Merci à vous, Georges Calixte, d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Je vous en prie et puis à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à notre rendez-vous quotidien. L'actualité continue sur Éclair TV.